On va revenir sur le budget fédéral. C'est le gros sujet de la semaine. Ça a été livré hier par le gouvernement de Mark Carney. Déficit annoncé de 78 milliards. Toute une réflexion qui a été faite autour des dépenses, des investissements. Mark Carney essaie de révolutionner la façon de faire un budget. On en parle avec Antonine Iaccarini. Bonsoir. Allô, Rémi? Antonine, c'est un drôle de budget. Bon, évidemment, les conservateurs sont contre. Le Bloc a annoncé qu'il était contre. On vient d'en parler avec Alexis Deschaines. C'est un drôle de budget parce que ça a été présenté comme un budget générationnel. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'ailleurs? Ben, en fait, c'est qu'on commence une nouvelle ère, là, selon notre ministre des Finances, François-Philippe Champagne, des investissements importants. On veut transformer l'économie canadienne. C'est drôle parce que dans les dernières semaines, moi, je trouvais qu'on baissait un peu les attentes. On a fait circuler des chiffres aussi de déficit qui étaient plus élevés. Moi, je me disais, on est en train de nous préparer le terrain pour qu'on Ouais. trouve que 80-90 milliards, là, c'est pas tant que ça finalement. Moi, j'aime toujours observer qu'est-ce qui reste d'un budget dans les jours suivants. Parce que la journée du budget, il y a le discours du budget, la veille, la question des chaussures, là, le ministre des Finances fait un petit spectacle là, en allant se chercher une nouvelle paire de chaussures, etc. Mais qu'est-ce qui reste après? Ben, plusieurs choses. La première, c'est on regarde la réaction des oppositions. Effectivement, aucun parti qui a vraiment envie d'appuyer ce budget-là, chacun pour des raisons un peu différentes. Bloc québécois, rien pour le Québec. On a fait une liste de 6 demandes non négociables de la part de François Blanchet. Aucune à peu près a été livrée. Donc, évidemment, le Bloc ne peut pas voter pour ce budget-là, mais en même temps, est-ce que le Bloc québécois a vraiment envie de partir en élection maintenant pour un résultat qui risque d'être similaire à la dernière campagne électorale? Ça coûte des sous, là, faire des élections pour des partis politiques. Zéro intérêt de partir en élection pour le Bloc en ce moment. Ouais, puis je précise, Ensuite, on a les Antonine, que conservateurs. Mm-hmm. la bataille dans Terrebonne, là, devant la cour pour la députée qui a perdu par un voix, ça a coûté presque un quart de million au Bloc québécois, là. C'est des coûts énormes. Donc, de repartir 6 mois plus tard en élection pour pas nécessairement aller chercher un résultat qui est plus reluisant, on s'entend que c'est pas super intéressant pour le Bloc. Ensuite, les conservateurs votaient pour un budget aussi déficitaire, même si Non. on se demande comment les conservateurs auraient fait mieux, mais impossible pour les conservateurs de voter pour ce budget-là. Partir en élection maintenant pour Pierre Poilievre, aucunement intéressant. Il y a un vote de confiance qui s'en vient. Il y a des doutes qui ont été mis dans l'espace public par des anciens conservateurs pour remettre en question le leadership de Pierre Poilievre, son style de gestion. Il a besoin d'un vote fort de ses membres pour pouvoir repartir en campagne électorale, sinon ça va être beaucoup trop inconfortable. Puis les sondages sont pas non plus si intéressants. Donc on a un deuxième parti qui veut pas voter pour, mais qui veut pas non plus que le gouvernement Mhm. tombe. Le NPD, on n'en parle même pas, là. Je veux dire, ils ont pas une scène, là. Ils n'ont pas de On va se chef. dire les vraies choses. Ils n'ont pas de chef non plus, donc, puis une poignée de députés, donc c'est aucunement intéressant pour le NPD. Donc, c'est la première chose qu'on surveille à la suite du budget, puis évidemment, là, on va surveiller les petites tactiques de vote, là, comment les partis vont faire pour pas faire tomber le gouvernement. Mhm. Aujourd'hui, ce qui a vraiment marqué cette suite de budget, c'est d'avoir un député conservateur qui fait le saut et qui traverse les communes pour aller rejoindre les libéraux. Ça, c'était un bon coup de la part des libéraux qui sont à 3 députés d'avoir une majorité et qui remettent encore une fois Pierre Poilievre sur la défensive. Puis, je me suis demandé aussi si on n'était pas en train de faire un petit peu passer la pilule là, du 78 milliards de déficit plus rapidement. On change de Ouais. sujet. On a fait un gros spectacle hier avec le budget, mais est-ce qu'on veut vraiment que les gens continuent de s'intéresser sur le fond des choses à ce budget de Mark Carney? Je pense que ça faisait bien leur affaire de changer un peu le focus aujourd'hui, ce qui met Mark Carney à 2 députés d'avoir une majorité. Ouais, puis d'ailleurs, le député, on va le nommer, là, c'est Chris d'Entremont. Quand tu dis que c'est un bon coup du Parti libéral, c'est qu'ils ont réussi à lui faire obtenir une sortie sur la place publique où il a nommé, il a identifié comme facteur de décision principal le leadership et le style de Pierre Poilievre. Il n'était pas obligé d'aller jusque-là. Il aurait pu dire, moi, je passe de l'autre côté, mais tu sais, j'ai des amis, ça fait des années que je travaille avec eux autres, vous n'allez pas me faire dire ça sur la place publique. Non, ils ont réussi à lui faire dire ça. Euh, En même temps, ce budget-là est très particulier parce que tous les gens à qui on parle, j'ai parlé à Alexis Deschaines, hier j'ai parlé avec Nicolas Gagnon de la Fédération des contribuables, puis il me disait c'est assez, pour ne pas dire inédit, il n'y a eu presque aucune négociation. C'est-à-dire, on s'est enfermé dans des bureaux, on a gouverné comme un gouvernement majoritaire, c'est-à-dire on s'est dit on a une vision, puis on ne va pas s'asseoir avec personne parce qu'on savait pertinemment au Parti libéral que personne ne voterait contre et ferait tomber le gouvernement en temps de crise comme ça. Il y a quelque chose d'un petit peu malhonnête, non, dans la
la forme? C'est un gouvernement minoritaire qui gouverne en majoritaire? Ouais, en fait, c'est drôle, hein, parce que on a des gouvernements minoritaires à répétition à Ottawa, là. C'est plus quelque chose qui est rare, là, des gouvernements minoritaires, mais on a l'impression que nos partis politiques sont pas capables de gouverner en conséquence. C'est sûr que c'est un peu difficile pour les libéraux, par exemple, de négocier avec les conservateurs de Pierre Poilievre. Honnêtement, il n'y a pas énormément d'ouverture. On polarise beaucoup. On fait de la grosse politique là, du côté des conservateurs. Mais le Parti libéral qui négocierait certaines choses avec le Bloc québécois, c'est pas quelque chose de complètement fou. Ça pourrait arriver et pourtant, on n'a aucune ouverture. Puis même, je te dirais, j'irai un peu plus loin. Ce qu'on entend dans les couloirs, c'est que M. Carney et M. Champagne ont fait ce budget-là. Ils n'ont même pas beaucoup consulté à l'intérieur Ben non. même de leur caucus et de leur conseil des ministres. On a fait ça tous les deux ensemble dans une petite bulle, là, finalement. Bon, parlons de la CAQ parce que Isabelle Poulet, députée un peu méconnue, a décidé hier d'annoncer une conférence de presse. Et là, il s'est passé quelque chose en coulisses parce qu'une demi-heure plus tard, on apprenait que François Legault avait réussi à lui faire annuler la conférence de presse. Il allait la rencontrer. Et là, finalement, elle s'en va. Puis c'est lui qui l'exclut du caucus parce qu'il y a eu de l'information voulant qu'elle ait convoité un poste au Parti libéral du Québec. Et on le sait, pour François Legault, ça passe pas. Ça avait été la même affaire avec Pierre Dufour. Est-ce qu'il n'y a pas une hémorragie officielle là, qui commence à la CAQ à la suite du départ de Lionel Carman? Une hémorragie goutte par goutte, hein. C'est pas une hémorragie qui est impressionnante. Un putsch, là, ça arrive pas une journée comme ça, là, avec des feux d'artifice, On hein. n'est pas C'est dans des un film de petites gouttes. Tarantino, là, c'est ça? Non, ça pète pas de tous les côtés. C'est plus de l'eau qui monte tranquillement. Une tuile qui tombe sur la tête, une autre, un député qui a des doutes, une trame narrative qui s'installe. Puis on est vraiment là-dedans en ce moment. Après la séquence de communication un peu, j'ai envie de dire ratée, en fait, qui n'a pas donné ses fruits de remaniement ministériel, discours d'ouverture. Là, on est sur plein de fronts en même temps, avec les médecins, avec les syndicats, dans la fonction publique. On veut couper, on a déposé un projet de loi aujourd'hui. Mais pendant ce temps-là, on a des députés qui sont pas des superstars. Puis d'ailleurs, ça me rappelle énormément ce qui s'est passé avec Justin Trudeau l'année passée, là. On avait des députés là, qui commençaient à remettre en question le leadership de Justin Trudeau publiquement. C'était des gens dont on n'avait à peu près jamais entendu parler, même des députés québécois dont j'avais absolument jamais entendu parler. Mais les journalistes accrochent beaucoup, ça fait jaser, des défections, ça fait du drama. Évidemment, ça intéresse un peu tout le monde. Puis la colline parlementaire s'est vraiment enflammée là, hier après l'avis de convocation d'Isabelle Poulet. D'ailleurs, juste un avis de convocation d'Isabelle Poulet alors que personne ne savait c'était qui. Il y avait quelque Ouais, chose d'un c'est ça. peu inédit dans tout ça. Je veux juste rappeler les propos de Maïté Blanchette-Vézina, qui, elle, était partie avec fracas il y a quelques semaines après son exclusion du Conseil des ministres. Elle a dit dans les derniers jours, il y a d'autres députés qui réfléchissent en ce moment. Et force est de constater qu'elle a raison et on entend beaucoup de choses. Hier, il y avait des journalistes qui couraient dans les corridors de l'Assemblée nationale après des députés et qui leur posaient la question, est-ce que vous réfléchissez à partir? Puis je pense notamment à Luc Provençal, là, qui est Ben un des oui, députés qui est en Beauce, qui dit, ben, je suis pas rendu là, c'est tu sais, mais ça. on comprend que la réflexion est là et qu'il y a beaucoup de mécontentement. Et là, ça m'amène à spéculer un peu avec Spéculons, toi sur la spéculons. suite des choses. Ouais. Spéculons. Donc, M. Legault, son leadership est remis en question. Lui, il dit vouloir s'accrocher, rester jusqu'à la prochaine campagne électorale. Il donne le tout pour le tout. On est sur plein de fronts en même temps. Et notamment, dans ces fronts-là, on a le front de la santé. Christian Dubé, c'est un ministre qui était, je pense, assez populaire sur la scène politique, à l'externe, mais aussi très apprécié à l'interne par les députés. Il se rendait très disponible, était très gentil avec le caucus, prenait le temps, etc. La semaine passée, il est arrivé un petit événement. Il y avait, ce qui a été mis dans le journal, c'est un caucus spécial sur le Ouais. projet de loi 2. En fait, c'était pas un caucus spécial, c'était un brefage technique qui avait été mis à la disposition des députés par le cabinet du ministre de la Santé pour venir expliquer certaines choses. Les députés reçoivent plein de questions, hein, évidemment, dans leur Mhm. circonscription. Des gens qui disent, je suis en train de perdre ma clinique, qu'est-ce qui se passe, etc., sont au front. Donc, il faut les équiper, il faut leur expliquer le projet de loi comme il faut. Le ministre avait jamais prévu être là, mais finalement, c'est sorti, ça a coulé que les députés étaient insatisfaits que Christian Dubé était absent, ça a fait des gros titres, il avait l'air d'un pas fin, Ouais. on dirait que la bisbille était prise. Mais c'est vrai que les députés sont pas très contents. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de doutes sur l'approche du ministre et du premier ministre, très intransigeante. Il y a pas mal de monde qui commence à se dire est-ce qu'il faudrait faire un petit peu plus de compromis, à voir comment le projet de loi est reçu. Et Christian Dubé, c'est pas toujours le premier nom qui
disons, ressort quand on parle de succession de M. Legault, mais quand même, ça a toujours été un peu dans l'air. Est-ce que M. Dubé pourrait être un successeur potentiel? Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il a perdu des plumes avec cette histoire de projet de loi 2. Et là, j'élargis, c'est là que je t'amène aux spéculations. Qui, à l'interne de la CAQ en ce moment, pourrait être un successeur qui n'a pas été brûlé par des fiascos, par des scandales, des controverses dans les derniers mois? Mettons qu'on parle de Geneviève Guilbeault, par exemple. C'est sûr que ça clique, même si je pense pas que les gens pensent que c'est la responsable comme telle. Ça a été dur pour elle. Il y a des gens qui pourraient penser qu'elle est brûlée. Là, Christian Dubé, avec le projet de loi 2, c'est pas facile. On a Simon-Jean Barrette qui était, depuis qu'il est parti de l'immigration, avait, je trouve, une aura qui était quand même intéressante, fait atterrir plusieurs projets, etc. Mais là, avec le projet de constitution qui est pas super bien reçu, puis que c'est pas terminé, là, Ouais, mais Simon-Jean ça va Barrette, continuer. Antonine, je pense que Simon-Jean Barrette, on pourrait pas le mettre dans la même catégorie que Bernard Drinville, que Geneviève Guilbeault ou France-Hélène Duranceau, là. Lui, je pense qu'il a quand même préservé une certaine réputation. D'ailleurs, c'est peut-être le ministre qu'on voit le moins aux côtés de François Legault. Il est rarement là, à C'est ses vrai. côtés, durant les points de presse. On dirait que c'est calculé, qu'il se dit, moi, là, quand on va taper Simon-Jean Barrette sur Google Images, je veux le nombre le moins élevé de photos avec François Legault. Mais Mathieu Lacombe, Mathieu Lacombe, ça, c'est un ministre qui, dans son rôle à la culture, a réussi, disons, à se faire aimer du milieu, il a réussi à aller chercher des sous dans le dernier budget pour la culture. Là, quand on est en train de couper et qu'on est dans le déficit, il faut le faire. Donc ça pourrait être une option. Mais on ne peut pas s'empêcher finalement de se dire que est-ce que ça va prendre quelqu'un qui arrive de l'extérieur? Puis on sait que les caquistes eux-mêmes fantasment un peu, là, des fois, sur certains noms qu'on entend. Là, je pense évidemment à Mario Dumont, il aime tellement ça quand on ça ne tente fait pas. Il l'a circuler son dit. nom. Ça Il ne dit tente qu'il pas. veut pas, Oui, oui. mais il peut pas empêcher les caquistes de rêver. C'est un Mario Dumont qui viendrait sauver la CAQ, là, évidemment, ça fait rêver tout le monde. Mais puis je te pose la question, puis je veux savoir ce que tu en penses, mais est-ce que François Legault a mis les conditions gagnantes pour que sa formation politique survive après le départ d'un François Legault? Je commence à me poser drôlement la question. On dirait qu'il est en train de brûler tous ses poulains à l'heure actuelle. Mais dis, je te réponds, puis après, on va devoir se laisser, Antonine. Mais le problème avec François Legault, c'est qu'il a exigé une loyauté extraordinaire de la part de ses députés, surtout dans le premier mandat. Hein, on se rappelle, il y avait eu toute l'histoire du troisième lien. Les gens, au début du deuxième mandat, en fait, troisième lien, on a Bernard Drinville qui dit hey, moi, j'ai gagné mon élection comme ça. Il sort sur la place publique, il pleure. Il avait laissé couler des larmes. Puis là, je me moque pas de lui, là, mais ça avait été éprouvant pour lui. Il s'en va en caucus. Le lendemain, il revient devant les journalistes puis il dit non, non, c'est bon, on s'est tout entendu. Parce que François Legault dirigeait son caucus avec une main de fer. Mais le problème quand tu fais ça, c'est que tout le monde est associé de près ou de loin à ton héritage. Donc, quand tu coules avec tout le monde et il n'y a personne qui peut vraiment sortir du parti puis dire, ben, tu sais, moi, je faisais partie de l'autre équipe, tu sais, puis, mais non, il y a juste une Et couleur voilà. à la CAQ, il y a juste une saveur. On se reparle la semaine prochaine. Merci, Antonine Iaccarini. Restez avec nous après la pause. On parle avec François Fournier de ce nouveau maire à New York, Zoran Mamdani. Moi, j'ai l'impression qu'on va se mettre à triper encore plus sur les États-Unis. Puis, on reçoit également le directeur général de Renaissance, Éric Saint-Arnaud. Qu'est-ce que Renaissance court comme risque avec cette entreprise chinoise qui rafle tout sur son passage? Merci d'écouter le 99.5 Montréal.